Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au journal de titre sommaire. Corneille Nangaa passe officiellement le bâton de commandement à Denis Kadima. C'est lui qui va désormais diriger la centrale électorale. La cérémonie de remise reprise a eu lieu ce vendredi au siège de la CENI. Denis Kadima appelle l'implication de tous pour la réussite du processus électoral. Et puis dans la province du Nord Kivu, 110 combattants viennent de déposer les armes après l'annonce des FARDC sur leur intention de mettre fin à l'activiste des groupes armés négatifs dans le territoire de Massissi. Ces combattants ont remis des armes et autres effets de guerre à l'issue des diverses opérations militaires dans le cadre de l'état de siège décrété par le président de la République. Bienvenue. La nouvelle vient de tomber. La grève des enseignants est suspendue avec effet immédiat de la reprise des activités scolaires sur toute l'étendue du territoire national dès ce lundi 1er novembre. Des retombées de Mbouela Lodge à Kisantu qui abrite les négociations entre toutes les organisations syndicales de l'enseignement primaire, supérieur et technique et la délégation gouvernementale conduite par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, représentant du Premier ministre, qui affirme la volonté du chef de l'État, celle d'œuvrer pour l'amélioration progressive des conditions sociales des enseignants. Préalablement aux discussions, Jean-Pierre Liaou a annoncé la réactivation de tous les enseignants et écoles désactivées depuis le mois de juillet. Au nom du Premier ministre, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, a remercié tous les délégués syndicaux pour avoir privilégié l'intérêt supérieur des enfants. Le sommet du G20 s'ouvre ce samedi à Rome, en Italie. Les dirigeants des pays les plus instrumentalisés du monde vont échanger et prendre des décisions en vue de relancer les économies du monde touchées par la Covid-19. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, en sa qualité de président en exercice de l'Union africaine, fera partie de ce grand rendez-vous. Un reportage de Giscard Koussema. Rome, la ville éternelle, est depuis quelques jours le point de rencontre des dirigeants des pays les plus industrialisés du monde, réunis pour un sommet en présentiel pour échanger sur une thématique d'actualité. Pendant 2 jours, les décideurs du G20 vont orienter leurs discussions sur l'économie et la santé mondiale, le changement climatique et environnement ainsi que sur les développements durables. Ces 3 thématiques feront l'objet des 3 grandes sessions censées aboutir à des solutions concrètes, profitables à l'humanité et surtout aux pays en retard de développement. Au Palais des Congrès de Rome, tout a été aménagé pour permettre aux dirigeants du G20 et à la presse internationale de découvrir ces importantes assises en respectant les mesures contre la Covid-19. Parmi les décideurs attendus au sommet du G20 figure Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo et président en exercice de l'Union africaine. Accompagné de la distinguée première dame Denise Nakero Tshisekedi, le chef de l'État congolais est arrivé ce vendredi à Rome par l'aéroport militaire de Ciampino. Devant ses pairs de pays les plus industrialisés, y compris l'Europe, le président Félix Tshisekedi devrait prendre la parole ce week-end au nom du continent africain. Le chef de l'État congolais va défendre la position de l'Afrique pour la relance de son économie durement affectée par les effets de la Covid-19 et surtout faire le plaidoyer pour un accès équitable aux vaccins. Comme il l'avait fait à Paris en mai de cette année, le porte-voix du continent noir va aussi plaider pour l'allègement de dettes de pays africains. Le sommet du G20 de Rome, qui s'ouvre ce samedi, restera historique en ce qu'il va aboutir à des engagements fermes et l'Afrique se rappellera longtemps de son président en exercice 2021. En Israël, où il a séjourné, le président de la République a eu des échanges avec le Premier ministre israélien Naftali Bennett sur la coopération bilatérale entre les 2 pays. Un jour avant, le chef de l'État a eu un tête-à-tête avec son homologue israélien, au cours duquel Félix Tshisekedi a dit que sa visite en Israël entre dans le cadre du renforcement du partenariat entre les 2 pays. Pierre Kibambe-Somwe. Après des échanges fructueux qu'il a eus à Jérusalem avec son homologue Isaac Herzog, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a rencontré à la primature de l'État hébreu le Premier ministre israélien Naftali Bennett. La reprise des relations d'amitié et de coopération bilatérale entre Israël et la République démocratique du Congo en berne depuis
des décennies a été vivement saluée au cours de cette entrevue. La rencontre a permis de faire un tour d'horizon des questions liées à la redynamisation du partenariat entre Kinshasa et Jérusalem. Pour la RDC, les domaines de coopération bilatérale avec Israël sont notamment la sécurité, les infrastructures, l'environnement, l'agriculture et le numérique. Déjà, dans le cadre de cette coopération, plusieurs types d'engins, des ambulances, des motos seront livrés à la RDC. Le président de la République les a visités avant sa rencontre avec le Premier ministre israélien. Je l'ai dit au sommaire, le nouveau président de la Commission électorale nationale et indépendante a officiellement pris ses fonctions. Corneille Nangaa a passé le bâton de commandement à Denis Kadima au cours de la cérémonie de remise-reprise pour le nouveau président de la CENI. Toutes les parties prenantes seront associées en amont et en aval des activités du bureau pour que le processus électoral, loin d'être une œuvre de la seule CENI, soit un résultat partagé par tous. Un reportage de Marcela Mwanateba et Kinanga Musashi. Le président entrant de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, a été accueilli par Corneille Nangaa, le président sortant de la centrale électorale. Les deux personnalités vont avoir par la suite un tête-à-tête dans le cabinet du président sur les questions d'actualité en matière électorale. Tout de suite après, Corneille Nangaa a convié son successeur à visiter quelques locaux abritant des bureaux, le Centre national de traitement ou encore les archives. Le deuxième temps fort de cette journée mémorable fut la cérémonie à proprement parler de remise-reprise. C'était en présence des membres du bureau sortant et entrant de la CENI. Corneille Nangaa profitait de l'opportunité pour rendre un hommage mérité à tous les membres du bureau et de la plénière qui l'ont accompagné. Permettez-moi, Monsieur le Président, néanmoins, de rendre un dernier hommage à mes collègues. Nous sortirons donc avec le sentiment que nous avons accompli notre mission. Les deux personnalités vont paraffer les procès-verbaux de remise-reprise et vont dans l'autre étape échanger des signataires avant d'échanger les sièges. Dans ce mot de circonstance, Denis Kadima Kazadi, président entrant de la CENI, a déclaré qu'il continuerait à s'investir dans les ressources humaines en vue de réussir le pari de l'organisation des prochains scrutins prévus en 2023. Nous sommes déterminés à travailler pour donner au pays des scrutins crédibles dans les délais constitutionnels. Pour arriver à de telles élections, la CENI doit continuer à investir principalement dans ses ressources humaines, qui du reste constituent la pierre angulaire de cet édifice institutionnel. Après la photo de famille prise en clôture de la cérémonie, Corneille Nangaa fit ses adieux à l'assistance accompagné par Denis Kadima, nouveau patron de l'organisme de gestion des élections de RDC. La RDC sera représentée au plus haut niveau à la COP26 pour faire valoir sa position de pays solution au changement climatique. Petite phrase du Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde lors du point de presse qu'il a animé hier à l'hôtel du gouvernement pour le Premier ministre. Dans son discours à Glasgow, le président de la République va appuyer son discours sur les potentialités que regorge la RDC, qui est le deuxième pays à avoir la plus vaste forêt tropicale humide au monde. Pati Tondwango et Marcel Moubenga pour le reportage. La République démocratique du Congo s'apprête à prendre sa position à la 26e conférence des Nations Unies sur le climat qui se tiendra à Glasgow, au Royaume-Uni du 1er au 12 novembre 2021. En prélude de ces grands rendez-vous qui visent la lutte contre le réchauffement climatique, le Premier ministre et chef du gouvernement Jean-Michel Sama-Lukonde Kyenge a, face à la presse nationale et internationale, dévoilé la position de la République démocratique du Congo par rapport à la COP26. De la République démocratique du Congo et un massif forestier d'environ 155,5 millions d'hectares, soit 10% des forêts tropicales de la planète, et plus de 60% des forêts du bassin du Congo. La République démocratique du Congo est non seulement le deuxième pays ayant la plus vaste forêt tropicale humide au monde, mais aussi celui qui possède l'une des plus importantes réserves des écosystèmes naturels de la planète. Notre pays regorge de plusieurs espèces endémiques, en faune et en flore. Et nous sommes ainsi la 5e puissance mondiale en biodiversité. Les forêts de la République démocratique du Congo séquestrent le carbone atmosphérique émis à travers la planète et contribuent ainsi considérablement à l'atténuation du réchauffement climatique. À cet énorme potentiel climatique s'ajoute celui des tourbières, étendues sur environ
sont 1500 km² du territoire national qui constitue un puits de dioxyde de carbone équivalent à plus de 2 ans d'émissions mondiales de gaz à effet de serre. Au regard de ce qui précède, la République démocratique du Congo devra bénéficier de l'accompagnement du monde entier pour sauvegarder ce riche patrimoine et garantir à sa population le droit de jouir de toutes ses potentialités environnementales, notamment par l'accès au fonds climat. Il s'en est suivi d'un jeu de questions-réponses avec la presse, animé conjointement avec la vice-première ministre de l'Environnement, F. Bazaïba. Cette conférence de presse a eu lieu au Jardin des Premiers à l'hôtel du gouvernement. C'est jeudi 28 octobre 2021. Reddition de 110 combattants du groupe armé Alliance des Patriotes pour un Congo libre et souverain au FRDC dans la localité de Nyamitaba au Massissi. Ils avaient en leur possession 25 armes et d'autres effets de guerre. Selon le porte-parole des opérations Sokola 2, c'est grâce aux efforts des forces loyalistes que les rebelles sont contraints de se rendre. Regardez. C'est dans cette localité montagneuse de Nyamitaba, territoire de Massissi, devant une foule immense, où ces 110 combattants de la paix céleste, avec 24 armes, se sont rendus au FRDC au cours d'une cérémonie présidée par le général de brigade, Mwehulumbu Evariste, commandant Sokola 2. Pour les porte-parole Sokola 2, le lieutenant-colonel Njike Kaiko Guillaume, bientôt le territoire de Massissi sera déclaré zone sans groupe armé. Nous venons de vous présenter 96 armes, mais ils ont amené 24 armes et les 70 autres armes sont ici des opérations que nous avons menées contre ces mêmes groupes armés dans le Massissi, mais aussi dans le groupement Oufamando 1 aidé contre les groupes armés IPDC de Mahachano. Et je profite, n'est-ce pas, de cette occasion pour vous dire que nous avons au cours de ces opérations neutralisé le général autoproclamé Agouma qui se trouve être adjoint de ces mouvements. Le secteur opérationnel Nord Kivu Sokola 2 profite de cette occasion pour vous dire que incessamment nous allons mettre fin à l'activisme des groupes armés dans les Massissi. Il s'agit là des efforts fournis par les forces armées de la République démocratique du Congo dans le cadre de l'état de siège. La population de Nyamitaba se réjouit de ces mouvements de reddition car, dit-elle, la paix va s'installer dans leur milliers. Nous sommes joyeux de les voir partir. Ce que nous voulons au moins, nous voulons assez qu'on sensibilise presque tous ces jeunes gens qui se trouvent dans la forêt, qui reviennent et rejoignent le FARDC. Tous ces rendus seront pris en charge par les programmes de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et la stabilisation. Et puis dans la province de l'Ituri, l'état de siège décrété par le président de la République porte déjà ses fruits. Le Parlement d'enfants de cette province invite les groupes armés qui utilisent les enfants dans leur rang à déposer les armes pour la stabilisation et le développement de la province de l'Ituri. C'est le credo de la présidente Tumba Lukusa au gouverneur militaire lors d'une audience lui accordée. Reportage. La lutte acharnée menée par les forces armées contre les groupes armés ne laisse pas indifférent le Parlement d'enfants de l'Ituri. Cette structure a réaffirmé son accompagnement à l'administration militaire pour la stabilisation de cette province. C'était au cours d'une audience avec le lieutenant général Luboyanka Shomadjoni, occasion pour Ntumba Lukusha, sa présidente, d'inviter les groupes armés à libérer certains enfants au sein de leurs rangs. Nous pouvons accompagner la province avec des sensibilisations que nous faisons, notamment par les émissions radio, d'autres fois à l'école, mais aussi dans les quartiers. Bien sûr, nous sommes des enfants, mais n'empêche que nous pouvons appeler nos parents à la conscience, les conscientiser que la province pourra être un jour meilleure et que les enfants doivent vraiment être bien encadrés pour que la province soit dans de bonnes mains un jour. Nous demandons aux groupes armés, nous les supplions même, de déposer leurs armes, car c'est l'union qui fait la force.
avec des conflits par-ci et par-là, comment pouvons-nous aboutir au développement? Nous nous plaignons en disant que non, le Congo n'est jamais développé, les États-Unis ont fait ses exploits, ceci, cela. C'est parce qu'ils sont unis. Et nous, rien n'empêche que nous soyons unis pour faire en sorte que le Congo soit même le premier pays importateur ou exportateur de marchandises, qu'on soit un jour développé, mais aussi que nous soyons très bien dans la vie, que nous vivons une vie saine et bien, sans pour autant avoir à se préoccuper de l'insécurité et tant d'autres choses. Signalons que, dans son programme, le Parlement d'enfants prévoit organiser plusieurs séances de sensibilisation et de renforcement des capacités sur les conséquences de la guerre sur les plans socio-éducatifs. L'auteur de la mort de Honoré Chamba, étudiant à l'université de Kinshasa, assassiné le 24 juillet dernier, a été arrêté. Il a été présenté plus tôt par le commissariat provincial de la police de Kinshasa. Honoré Chamba était en deuxième année graduat en sciences de l'information et de la communication. Il était abattu par balle lors du tournage d'une pièce de théâtre en guise d'un travail pratique avec ses collègues dans la commune de Mangafula. Regardez. Il croyait avoir sémé la police dont il est un des éléments. Ce policier, auteur du meurtre de l'étudiant Chamba Bochab de l'université de Kinshasa, faculté des lettres, département des communications, a été appréhendé à Kassangoulou. Devant le commissaire provincial de la police, ville de Kinshasa, le général Silvano Kassongo, ce fugitif a été présenté. Le service du commissariat provincial de la police ville de Kinshasa vient de mettre la main sur le policier auteur du meurtre de l'étudiant Honoré Chamba Kwete, étudiant deuxième graduat lettres de l'université de Kinshasa, tué par balle en date du 24 juillet 2021 au quartier Maïmbi, dans la commune de Selemba. Il s'agit de l'agent de police de deuxième classe Kinfila Matondo Idriss, alias Mwalum, que voici. Ce marginal, après son forfait, a trouvé refuge à la cité de Kassangoulou, dans la province du Congo central, où il vient d'être interpellé ce 25 octobre 2021. Il subira comme ses complices la rigueur de la loi au terme d'un procès qui lui aura donné le temps de présenter ses moyens de défense. Vivre confortablement malgré une affection rénale, c'est le thème de la campagne gratuite de la prise en charge de la dialyse que HG Hospital offre aux patients qui souffrent de cette maladie. Vous le savez, la prise en charge coûte excessivement cher. Nombreux sont ceux qui n'arrivent pas à payer ces soins. C'est le ministre de la Santé publique et son collègue de la jeunesse qui ont lancé officiellement cette campagne. Yvette Makoutima, fiston Wavingana pour le reportage. Les maladies rénales, un véritable problème de santé publique en République démocratique du Congo et partout ailleurs. Pour des personnes qui en souffrent soudainement, il y a raison d'espérer car la situation n'a pas encore atteint la phase d'irréversibilité, contrairement à l'insuffisance rénale chronique qui nécessite des séances de dialyse à vie ou carrément une greffe des reins. Pour soutenir le coût social de cette pathologie, HG Foundation lance une campagne gratuite de la prise en charge de la dialyse chez les jeunes, singulièrement, tout en favorisant aussi les personnes âgées. Pour les personnes qui ont une insuffisance rénale aiguë, mais qui n'ont pas les moyens, mais quand on fait la dialyse, on peut récupérer maintenant sa fonction normale et continuer à mener une vie normale sans... Après, on a été guéri au fait de cette insuffisance rénale aiguë. Vivre confortablement malgré une affection rénale, c'est la thématique qui donne un sens à cette campagne appuyée par le pouvoir public, tel que le souligne le ministre de la Santé publique, Jean-Jacques Mbungani, qui avait à ses côtés le ministre de la Jeunesse, Yves Bunkulu-Zola. L'importance qu'accorde le gouvernement de la République à toutes les bonnes actions en faveur du peuple congolais. Pour ceux qui devront rapidement quitter l'insuffisance rénale et reprendre la vie normale, ceux qui seront sauvés, recouvreront le sourire, comme cela vient d'être dit. Rome ne s'est pas fait en un jour. Kinshasa sera le point de départ de cette vaste campagne de la dialyse pour un grand nombre de patients.
L'endométriose, une maladie gynécologique qui touche une femme sur 10. Elle se caractérise par le développement d'une muqueuse en dehors de l'utérus. Plusieurs facteurs sont à la base de cette maladie, notamment la pollution de l'environnement, les aliments avec graisse. Une campagne de sensibilisation a été organisée par la fondation Daimé Berlinde au cœur sensible de s'abstenir. Jojo Ndimbo. L'endométriose est une maladie où les tissus qui tapissent normalement l'utérus se développent en dehors de ce dernier. Les symptômes les plus courants de cette maladie, 50 à 90% des femmes selon les études, est la douleur, les règles douloureuses, les douleurs pendant les rapports sexuels, les douleurs pelviennes fréquentes, la défécation douloureuse, la difficulté d'uriner. Bref, les symptômes les plus courants sont les douleurs et les règles irrégulières. Ici, à Kinshasa, une formation de médecins couplée à une campagne de femmes atteintes à l'endométriose vient d'être organisée pour sensibiliser les Congolaises sur l'impact négatif de la maladie. On ne sait pas très bien d'où vient l'endométriose, mais il y a plusieurs facteurs qui contribuent à ce qu'une femme ait l'endométriose et pas une autre. C'est par exemple les facteurs génétiques. Déjà au niveau des gènes, il y a une information qui pourrait prédisposer certaines femmes à faire de l'endométriose plutôt que d'autres. Mais il y a beaucoup plus de facteurs environnementaux maintenant, et on en parle de plus en plus, c'est-à-dire la pollution de l'environnement, mais aussi des facteurs liés à ce que nous consommons en termes de beaucoup de graisse. Cette pathologie se soigne car dans le cas d'une endométriose, les tissus peuvent se trouver sur les ovaires, les trompes, les phallopes ou les intestins. Nous sommes des chirurgiens viscéraux, docteur Bordaria et moi, et bien souvent, cette pathologie qui est inflammatoire autour de l'utérus gagne les intestins qui sont tout près. Et à ce moment-là, il y a non seulement le challenge de libérer l'utérus, mais de libérer les intestins. Et nous, en tant que chirurgiens digestifs spécialisés des intestins, c'est là qu'on intervient pour donner notre aide. Alors oui, on peut vraiment la qualifier de problème de santé publique. Une femme sur 10 est concernée par l'endométriose. Donc sur une population de 100 millions d'habitants en RDC, on peut imaginer que ça fait beaucoup de monde. Et à peu près 40%. Les douleurs occasionnées par la maladie altèrent toutefois la qualité de vie, parfois de manière importante. La maladie accroît le risque d'infertilité chez la jeune femme. Un délai supplémentaire de 6 jours a été accordé à l'entreprise Sicomine pour envoyer son rapport itinéraire. Il est reproché à cette entreprise minière le non-respect des conventions et de ses engagements en termes de volume de production, ainsi que le déficit d'investissement au profit de la population. Un reportage de Peggy Mukunda. Les rapports intérimaires sur le projet Sicomine envoyés aux parties prenantes de l'ITIE pour certaines observations dont les délais s'étendent à 6 jours avant sa publication, une fois adopté par le comité exécutif de l'ITIE-RDC. C'est l'objectif de la 110e réunion du comité exécutif RDC. C'est à la demande des parties prenantes qu'on a accordé un délai supplémentaire jusqu'au mardi de la semaine prochaine pour que les parties déclarantes puissent envoyer le complément d'informations et leurs observations afin que le consultant puisse les intégrer avant la divulgation de ce rapport. Le processus ITE, c'est un processus participatif. Nous voulons que même ceux-là qui traînent les pieds puissent participer de manière active et effective au processus. Mais si ils n'apportent pas leurs observations, nous allons comprendre qu'il n'y a rien à améliorer. Et le comité, je pense, pourra décider que le rapport intérimaire devient le rapport définitif et là, on va le divulguer. En tout état de cause, si nous analysons, presque sur beaucoup d'exigences, on a déjà atteint le niveau élevé. Aussi, avec les 2 rapports thématiques qui restent à adopter, le rapport Sicomine et le rapport sur la redevance minière, je pense qu'on va couvrir tous les éléments. En prélude de la foire de Floride qui va se tenir aux USA au cours de cette année, les femmes entrepreneurs ont bénéficié d'une matinée de réflexion sur l'entrepreneuriat féminin. L'RDC va prendre part à ce grand rendez-vous. Le ministre d'État en charge de l'entrepreneuriat a été représenté par son directeur de cabinet. Un reportage de Merendeke.
participent activement dans la croissance, l'innovation, la création de l'emploi et la lutte contre la pauvreté. Cette force économique indéniable n'est plus à démontrer. C'est le cas de femmes entrepreneurs de Copagel Congo. Ces femmes entrepreneurs, en synergie avec leurs pairs de FEFCO, CCP et APME, viennent de bénéficier des enseignements riches au cours d'une matinée de réflexion sur l'entrepreneuriat féminin et les commerces extérieurs sous la direction de Lucie Bilonda, présidente de la Chambre de commerce panafricaine pour les PME. Le premier intervenant, le directeur du cabinet du ministre de l'entrepreneuriat, Maître Justin Mangala, a au cours d'un échange informé les femmes sur les efforts consentis par le gouvernement dans la promotion de PME à travers le PRONADEC. Il leur a été demandé de bien s'imprégner de principes entrepreneuriels pour mieux réussir leurs affaires, à savoir le renforcement de capacités, l'accès aux contrats et l'accès au financement. Dans la même optique, M. Edgar Mambimbi, deuxième orateur du jour, sa qualité d'accompagnateur de PME, a exhorté l'assistance sur la certification de produits. La présidente du FEFCO, Marie-Hélène Ngoy, a également fixé les objectifs de son organisation et ses défis CESPOV 2021. Il a été question de venir renforcer un peu les capacités des femmes entrepreneurs dans le cadre des normes internationales, dans le cadre de plaidoyer, comment il faut le faire, et surtout aussi dans le cadre des créations réelles des entreprises pour que l'entreprise puisse exister. Les femmes entrepreneurs, butées à plusieurs problèmes, sollicitent également l'accompagnement du gouvernement. Les femmes du Comité national de la Fédération des entreprises du Congo ont bénéficié d'un appui, des équipements modernes pour le renforcement de leur capacité de production, ce grâce à la mutuelle financière des femmes africaines Moufa qui a pour mission de restaurer la dignité de la femme africaine. Lisette Mujinga, Thomas Bassiloa. Les femmes entrepreneurs du Comité national des entreprises du Congo à l'honneur ce vendredi au siège de la FEC. Elles viennent de recevoir un appui d'équipement moderne d'un atelier d'habits et accessoires de mode pour le renforcement des capacités de production de la boulangerie, appui en équipement de transformation des gingembre en jus, du manioc en farine panifiable, production de poudre, jus et huile à base de moringa ainsi que pour le tourisme, l'hôtellerie et le voyage. Et ce, grâce à la mutuelle financière des femmes africaines, une association mutuelle qui constitue un puissant instrument de création de richesses pour les femmes à faible revenu dans les zones urbaines et périurbaines. Par ces programmes, on a voulu démontrer à toutes ces dames que nous pouvons former, nous pouvons accompagner, nous pouvons accélérer également votre projet. Et donc voilà le bonheur, parce que nous voulons faire dans peut-être 3, 4, 5 ans de la FEC, une institution qui va regrouper à son sein des femmes entrepreneurs travaillant dans le formel, mais avec une activité pérenne. Sa mission, c'est de restaurer la dignité de la femme africaine, rendre la femme économiquement autonome et socialement responsable, bâtir une société plus juste et plus équitable, ainsi que faire de la femme le moteur du progrès social dans la communauté. La critique de la raison scientifique égypto-africaine chez Cheikh Anta Diop et Mabika Kalamba et l'échec de l'édification nationale au Congo-Kinshasa, conscience et autodétermination, 2 ouvrages portés sur le fond bâtissimo. Suivez ce reportage. Et l'échec de l'édification nationale au Congo-Kinshasa, élite, conscience et autodétermination. La critique de la raison scientifique égypto-africaine chez Cheikh Anta Diop, temps pharaonique et post-pharaonique. L'auteur de ces ouvrages, Dr Emmanuel Kabongo Malou, a, dans le tout premier ouvrage, révisité la pensée de Mabika Kalanda en apportant la lumière à la compréhension de la pensée de ce dernier afin de l'engager à une action sur lui-même, sur les autres et sur la société. Les sociétés ne se développent pas parce qu'il y a des discours politiques ou parce qu'il y a des discours économiques, c'est la science. C'est la science qui permet aux hommes de maîtriser les forces de la nature pour améliorer les forces de production afin d'offrir au peuple, aux hommes et aux enfants, n'est-ce pas, une qualité de vie meilleure. Dans le deuxième ouvrage, le professeur Kabongo cherche à renouveler l'outillage mental de l'Africain, rénover la culture africaine et promouvoir l'attitude de rationalité. C'est la pensée qui nous donnera le courage
et c'est la volonté qui nous fera aller de l'avant. Pas seulement le coltan, d'abord ça, parce que ça nous apprendra que faire du coltan. La salle Père Boca du CEPAS a servi de cadre pour le vernissage de ces deux ouvrages. C'était un reportage d'Oscar Bakandoa. Et puis le ministre de la Recherche scientifique et Innovation technologique a donné des instructions au commissariat général Tango Tabou de décompter la situation des véhicules des agents du commissariat général à l'énergie atomique bloqués depuis plusieurs mois dans la concession d'Ami Congo dans la commune de Limete. Marie Kalong. Sur base des doléances lui adressées par la directrice générale d'Ami Congo au sujet de l'entreposage prolongé et préjudiciable dans sa concession d'une trentaine de véhicules du commissariat général à l'énergie atomique, le ministre de Recherche scientifique et Innovation technologique José Mpandakabangu a donné cette instruction. Il fallait que nous puissions descendre et essayer de prendre langue avec les autorités d'Ami Congo afin de décanter la situation des véhicules qui sont dans leurs entrepôts. Nous pensons que d'ici la semaine prochaine, tout ce lot va être enlevé et le lot qui se trouve à Matadi va également venir à cet endroit. Angélique Milemba Boukassa a exprimé sa satisfaction. Nous avons pris le soin de garder intact les véhicules que vous voyez derrière moi. Et Ami Congo a mis à profit la technicité de ces cadres. Il faut dire que le commissariat général à l'énergie atomique a bénéficié d'un crédit de 2 millions de dollars auprès de la FBN Bank pour l'achat de ces 173 véhicules commandés en juillet 2020 en Chine avec un taux annuel de remboursement de 15% sur 3 ans. Mais seulement la procédure de passation de marché n'est pas passée par un appel d'offres, comme l'avoue le directeur administratif financier du commissariat général à l'énergie atomique, Paul Bindu Moussambali. Le signataire de ce contrat, c'est le professeur Vincent Lukanda, commissaire du CGA, suspendu en début d'octobre dernier. Sur lui pèsent aussi les accusations de la spoliation de la concession du CGA située le long de l'avenue du Grand Séminaire au quartier Rigini. Le secrétaire général adjoint de l'UDPS en charge de la politique est en tournée dans la ville pour encourager les membres de son parti. Deo Bizibou invite la fédération de Béni de se ranger en ordre de bataille pour les échéances électorales à venir. Ville de Béni, le secrétaire général adjoint de l'IDPS, Deo Bizibou Balola, a été accueilli à l'hôtel Okapi Palace par des 4 combattants de la fédération de l'IDPS Béni. Ceux-ci ont réservé Naké de l'Iran à l'air haute. Le même mercredi, le secrétaire général adjoint de l'IDPS a combiné avec les 4 combattants dans la permanence de l'IDPS Béni. Sur place, Deo Bizibou Balola a réaffirmé qu'il est venu à Béni pour respecter les organes de base de ses partis présidentiels. Selon lui, l'IDPS doit gagner tous les sièges au Nord Kivu et si l'Assemblée du pays aux élections prochaines prévues en 2023. Deo Bizibou Balola invite les 4 combattants de l'IDPS Béni à s'approprier cette vision et à accompagner le président Félix Tshisekedi. Ce jeudi, le secrétaire général adjoint de l'IDPS a réarmé les 4 militants dans une matinée politique organisée dans la salle Ozana Park. Il a réaffirmé la volonté du président Félix Tshisekedi à restaurer la paix dans la région de Béni en proie aux attaques des combattants de l'ADF. Deo Bizibou Balola a aussi réaffirmé la volonté de son parti de gagner les élections législatives et présidentielles. Les 4 de l'IDPS Béni ont présenté la santé de ces partis. Après l'étape de Béni, le secrétaire général adjoint de l'IDPS va se rendre à Boutembo pour les mêmes fins. Stéphane Mouloumadi, gouverneur de la province du Sankuru, a été déchu par l'Assemblée provinciale. Des scènes de liesse ont été observées dans cette province. Sénateurs et élus nationaux saluent l'acte et apportent leur soutien aux forces vives du Sankuru. Un reportage de Cédric Kenina. Les poings levés en signe de victoire, tout Sankuru s'est mobilisé comme un seul homme pour saluer l'action de l'Assemblée provinciale, celle de déchoir les chefs de l'exécutif provincial. Députés et sénateurs du Sankuru louent cette mesure de l'organe délibérant provincial. Les députés nationaux et sénateurs de la province du Sankuru viennent d'apprendre avec satisfaction la décision prise en date du 28 octobre 2021 par l'Assemblée provinciale du Sankuru portant déchéance du gouverneur de province. Les députés nationaux et sénateurs soutiennent cette action de l'Assemblée provinciale qui reflète non seulement la volonté de la population du Sankuru,
mais aussi les souhaits de ces élus nationaux tels qu'exprimés à diverses reprises auprès des autorités du pouvoir central. Ces députés et sénateurs réitèrent leur soutien au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi ainsi que les forces vives pour mettre définitivement fin à la crise qui n'a que trop duré dans cette province. Les députés nationaux et sénateurs appellent la population du Sankourou à rester vigilante et mobilisée derrière le leadership du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour l'aboutissement heureux de cette crise qui n'a que trop duré. Une nouvelle page d'histoire s'ouvre donc dans le Sankourou. Fin de ce journal, mesdames, messieurs. Les rappels de titre. Corneille Nangaa passe officiellement le bâton de commandement à Denis Kadima. C'est lui qui va désormais diriger la centrale électorale. La cérémonie de remise et reprise a eu lieu ce vendredi au siège de la CENI. Denis Kadima appelle l'implication de tous pour la réussite du processus électoral. Et puis dans la province du Nord Kivu, 110 combattants viennent de déposer les armes après l'annonce des FARDC sur leur intention de mettre fin à l'activiste des groupes armés négatifs dans le territoire de Massissi. Ces combattants ont remis des armes et autres effets de guerre à l'issue des diverses opérations militaires dans le cadre de l'état de siège décrété par le président de la République. Mesdames, messieurs, merci d'avoir suivi ce journal. Je vous retrouve demain à la même heure et avec le même plaisir, à 23h, Serge Mata revient sur ce plateau pour la grande édition d'information. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.